Annonceurs, entrepreneurs, promoteurs et chefs d'entreprise, choisissez dès à présent votre meilleur partenaire média, Ideal Production. Ideal Production est basé à Cotonou au Bénin. Ideal Production, le partenaire exclusif de Sika TV en Afrique. Assimi Goïta est le nouveau président de la République malienne. Cet officier encore inconnu du grand public il y a à peine un an continue ainsi son ascension jusqu'au plus haut sommet de l'État après le second coup d'État qu'il conduit en ce laps de temps. Il dirige aujourd'hui un pays en proie à l'instabilité aussi bien politique que sécuritaire et désormais privé de l'aide de la France. Cette dernière a en effet, après 8 années de coopération étroite contre les djihadistes, suspendu les opérations militaires conjointes, un coup dur pour l'armée malienne, une armée également sous-équipée et sous-entraînée. Pourtant, dans cette nouvelle stratégie de conquête, Assimi Goïta peut compter sur le soutien de son nouveau Premier ministre, Choguel Kokala Maïga. Ce vétéran de la police et de la politique et figure du mouvement dit du 5 juin était dans le collectif qui avait mené la contestation contre l'ancien président Ibrahim Boubacar Keïta en 2020. C'est face à ces nouvelles cartes que l'employé spécial de l'envoyé spécial de la CEDEAO est à Bamako depuis ce mardi. Mali, Assimi Goïta investi président. Pour quelle réaction des partenaires du pays? C'est le thème de l'émission du jour. À chacun et tous, bonjour et bienvenue. Avec nous aujourd'hui, Dieudonné Lokossou, bonjour. Bonjour, monsieur l'ami. Grand militant des droits de l'homme, vous êtes panafricaniste, ancien secrétaire général de la CSA Bénin. Face à vous, Patrick Armand-Poyon, bonjour. Bonjour. Vous êtes coach en politique de développement et gestion de crise. Ma première question est pour vous, Patrick Armand-Poyon. Assimi Goïta investi président, envers et contre tout, j'ai envie de dire. Est-ce que vous êtes d'accord? Ah non, il est président. Le problème n'est pas d'être d'accord, de ne pas être d'accord. Il est président. Maintenant, ce qu'il faut maintenant, c'est qu'au travers de cette émission, les erreurs qui ont été faites jusqu'à présent ne soient plus faites. Il faut que nous aidons le président Goïta maintenant à faire en sorte de ne pas faire l'erreur de trop. L'erreur de trop. Je voudrais tout de suite rappeler qu'il y a quelques années de cela, les terroristes avaient occupé confortablement Kidal, Gao, Tombouctou. Et donc, se complaisant dans cette aisance, ils ont fait l'erreur d'attaquer Kona. Donc, je compte sur Assimi Goïta pour ne pas faire l'erreur de trop. Parce que lorsqu'on se complaît et on pense que c'est facile et on fait l'erreur de trop, ce qu'on a, on peut perdre. Je crois qu'il est président, il sera bientôt ancien président. C'est un privilège qu'il faut savoir garder et pour ça, il faut éviter d'en faire trop. Dans le Kossou, Assimi Goïta investi donc président. Il y a quelques mois de cela, il avait été investi vice-président. Visiblement, après quelques tractations qui ont, semble-t-il, été très houleuses, aujourd'hui, il est investi président, malgré que le Mali soit suspendu par la plupart des organisations sous-régionales et africaines. Non, moi je pense que il faut être honnête avec sa conscience. Le colonel Goïta, c'est sur la base d'un certain nombre d'éléments qu'il a dirigé le premier coup d'État. Et c'est eux, son groupe et lui qui ont emmené le dernier, celui qui est parti, celui qui vient de renverser, c'est eux qui l'ont amené. Tout à fait, le colonel Bandao. Bandao, ok. Et sur toujours la base d'un certain nombre de constats, il est encore revenu et il a renversé contre la volonté des partenaires de l'extérieur. Donc, le Mali a été suspendu de la CEDEAO, de l'Union africaine, ainsi de suite. Oui. Et la France profite de cela pour
intervenir. Or, ce qu'on a reproché à Bardao, là, entre autres, c'est ses accointances avec les autorités françaises contre les intérêts du Mali. Donc, a priori, on peut dire qu'il n'y a plus... Le coup d'État n'est plus un chemin pour accéder au pouvoir. Ça, c'est connu. Et personne ne le souhaite. Mais lorsqu'on prend le parterre des chefs d'État de la CEDEAO, parmi eux, il y a des anciens militaires reconvertis Tout à fait. en démocrates. Donc, le pays, après tout, sur ce plan-là, est souverain. Bon, ce que moi, je n'ai pas admis, lorsqu'on fait un coup d'État, ce n'est pas une élection. Et organiser une investiture, ça me paraît un peu paradoxal. Il aurait pu se taire tout simplement, endosser son maillot de président de la République, à partir du moment où il n'a pas été rejeté par le peuple, la population. Bon, donc ça veut dire qu'il y a une approbation tacite. Ensuite, j'ai mes amis syndicalistes qui, bien avant ça, ont déclenché des mouvements de grève, des mouvements répétitifs de grève. Mais dès son avènement, ils sont rentrés dans leur coin, dans leur couloir, et à son investiture, que je trouve quand même comme une anomalie, parce qu'on ne peut pas valider un coup d'État en investissant l'auteur de ce putsch. Bon, ils ont dit, il a dit plutôt, dans ça, il a donné des instructions au Premier ministre de prendre langue avec les syndicalistes pour que ces mouvements-là puissent cesser. Donc, au total, la France, qui a dit qu'il arrête sa coopération militaire avec le Mali, bon, parce que l'Union soviétique serait entrée dans le jeu. Moi, je ne trouve pas raisonnable une telle démarche. Donc, ça, c'est une émission dans les affaires d'un pays, de choses là. Donc, voilà. Moi, je crois que la France a suffisamment de problèmes. Et les problèmes que l'Afrique a aujourd'hui, le Mali, tout ça, mais la France, quels que soient les régimes qui se sont succédés, la France est toujours derrière. Et c'est eux qui nous ont appris à faire les coups d'État. Ils ont appris, puisque nos militaires ont fait soit les académies, et ainsi de suite. Et les coups d'État, ça a commencé par les Pétain, les De Gaulle. Donc, toutes les tares que notre démocratie traîne, la France est toujours responsable. Patrick Ambampoyon, on voit aujourd'hui Assimi Goïta effectivement investi président avec tous les attributs de l'État. La Cour suprême y était, la Cour constitutionnelle aussi. Est-ce que selon vous, il y a aussi des failles à cette investiture-là? Est-ce qu'il y a quelque chose à reprocher entre les deux coups, puisque visiblement il y a deux coups d'État qui ont été faits. Aujourd'hui, Bandao n'est plus président, renversé par Assimi Goïta et ses hommes toujours. Qu'est-ce qui n'a pas marché jusque-là et qui oblige Assimi Goïta aujourd'hui à se faire investir lui-même président après le second coup d'État? Assimi Goïta est un jeune soldat de 37 ans. Ça veut dire qu'en tant que colonel et jeune soldat, il faut prévoir qu'il gagne un maximum 400 000 francs à peu près par mois. Et il fait un coup d'État et on le force à mettre un autre comme président qui a 5 milliards et quelques comme fonds secrets à la présidence et lui, le vice-président à côté. Et dans quelques mois, vous lui demandez de débarquer, de quitter, de retourner dans les rangs. Et donc, il risque de côtoyer le pouvoir sans avoir grand-chose. Vous ne pouvez pas, surtout le chiffre qu'il a sorti, en disant qu'il laisse le tiers des fonds secrets. Les fonds secrets doivent rester secrets. Mais quand les fonds secrets sont publiés, n'allez pas dire à des militaires maliens et de la sous-région qui ne gagnent pas grand-chose que s'ils ont la possibilité de faire un putsch et de commencer par virer des milliards de fonds secrets, ils vont laisser tomber. Donc déjà, fausse note à ce niveau. Ensuite, je voudrais rappeler
que si vous connaissez le colonel Bandao, si vous connaissez son parcours, vous comprendrez qu'on ne peut jamais, à grand jamais dire que le colonel Bandao, ancien président du Mali, a voulu trahir les intérêts de son pays au profit de la France. Non. Non, c'est une mauvaise lecture de la situation. Il a eu peur de la somalisation de son pays par l'émission des voraces russes. Et donc, il a informé la France des velléités de son ministre de la Défense, de son ministre de Sécurité, en complicité avec le vice-président, de donner des marchés de ces militaires, des équipements militaires, de ceci à la Russie. C'est de ça qu'il s'agit. Et là, vous ne pouvez pas demander aux gens d'amener 5000 et quelques de leurs soldats venir mourir sur la terre malienne et dire qu'ils n'ont pas le droit de parler, c'est ingérence. Non. Si c'est ingérence, demandons-leur de partir. Mais nous ne pouvons pas demander qu'ils viennent prendre des risques pour nous et après, nous décidons de faire l'erreur de la République centrafricaine qui a le couteau à la gorge maintenant avec les Russes de dire que nous voulons... Je crois que les panafricanistes africains préfèrent pleurer du passé que de travailler pour le présent et l'avenir. On parle tout le temps de ce que la France nous a fait et on ne fait pas attention à ce que la Russie nous fait et peut nous faire. Donc il va falloir que nous fassions très attention à ça. Entre la personne qui demande l'aide des Français pour que son pays ne soit pas somalisé et Assimi Goïta qui veut s'associer avec les Russes pour somaliser son pays, qui est en train de défendre les intérêts du Mali. Donc à ce niveau, il faut que ce soit clair. Et c'est pour ça qu'il disait tout à l'heure que nous allons oublier les erreurs d'Assimi Goïta. Parce que je peux aussi dire aux panafricanistes de ne pas tout le temps se focaliser sur les erreurs du passé. Et moi aussi, je vais me focaliser tout le temps sur les erreurs du passé. Assimi Goïta est maintenant président pour quelques mois. Qu'il sache utiliser ça. Qu'il oublie complètement cette affaire de mercenaires russes-là. Qu'il oublie ça complètement. Ce n'est bon ni pour le Mali, ni pour l'Afrique, ni pour aucun pays de la sous-région. Si la Russie rentre au Mali, ils vont rentrer partout. Vous voyez déjà la Russie en Centrafrique en train de provoquer déjà l'armée tchadienne pour pouvoir rentrer au Tchad. Donc vous voyez, on ne peut pas tolérer ça. Donc je crois que le président Assimi Goïta doit oublier totalement cette acquaintance avec les Russes et se dire aujourd'hui, même si les Français doivent partir, ce n'est pas les Russes qui doivent arriver. Il vaut mieux que l'armée malienne monte en chose là. Et aussi à ce niveau, j'ai écouté dans l'introduction, ou quelque part, j'ai écouté M. Johannes dire l'armée malienne mal formée et mal équipée. L'armée malienne est plus formée aujourd'hui et plus équipée aujourd'hui que lorsqu'elle assurait seule la sécurité du Mali. Le problème de l'armée malienne, à ce jour, c'est la chaîne de commandement. Il y a un problème au niveau de la chaîne de commandement. Avant, c'était les politiciens qui s'immisçaient dedans. Maintenant, c'est que la chaîne de commandement veut rester à Bamako, bouffer l'argent, gagner les salaires mirobolants et ne veut pas s'occuper du front. Parce que celui qui est riche n'a pas peur de mourir. Donc, il va falloir que nous puissions régler le problème de chaîne de commandement. L'armée malienne est capable. Vous savez, le général Gouyabi était allé à un sommet des chefs d'état-major aux États-Unis et le chef d'état-major américain est venu avec 5 hélicoptères de combat comme escorte personnelle. 5 hélicoptères de combat comme escorte personnelle. Et il vient à la réunion, il dit nos armées n'ont pas d'équipement. Si on nous donne des équipements, on fera la sécurité. Et le général Kouyabi dit, moi, mon armée entière n'a pas 5 hélicoptères. Toi, tu as 5 hélicoptères pour ta propre sécurité et tu parles de moyens. Si on doit attendre moyens, on ne fera jamais la sécurité. L'armée malienne peut régler les problèmes du Mali. Le Tchad n'a pas besoin de la France sur le terrain pour régler ses problèmes. Que les Maliens, comme te disent, la fierté malienne voudrait qu'on frappe, qu'il faut frapper pour mettre de l'ordre dans le pays. Mais on ne peut pas rester à Bamako, fuir le combat et dire
les Français qui prennent le risque de combattre pour nous, nos cas se taire, c'est ingérence. On a effectivement l'impression, Dieudonné Lokossou, qu'il se joue, on va dire, un jeu géostratégique, de positionnement, un jeu politique, qui ne dit pas son nom entre aujourd'hui la Russie et la France sur le théâtre malien. Il y a même eu des Maliens qui sont allés faire des sit-ins devant l'ambassade de Russie au Mali pour appeler à ce que des militaires russes soient déployés dans le pays. Et quelle est votre lecture de ce jeu-là qui se joue entre ces grandes puissances-là? Et quel est l'intérêt aujourd'hui pour la Russie de se déployer au Mali? Avant d'en arriver là, je voudrais faire relever un certain nombre de choses. Moi, je ne suis pas dans un esprit France-Afrique. Et puis, on ne peut pas gommer l'histoire pour dire, bon, ne tournons plus le regard vers le passé. L'histoire, c'est le récit des événements passés. La France a exploité, surexploité l'Afrique. Monsieur Macron, il est très jeune. Nous avons nos parents qui ont lutté, qui étaient toujours mis dans les grandes guerres mondiales, première guerre, deuxième guerre, sauver la France. Ils étaient les boucliers. Les Français restaient derrière. Et nous avons vu comment les anciens combattants là ont été traités, comment ils ont été remerciés. Alors, donc, moi, j'ai suivi hier un député de la gauche à l'Assemblée. Il s'appelle André Sachet. Il a fait le procès de la France-Afrique. Et il a dit, depuis l'indépendance, depuis 1960, la France intervient toujours. Il y a eu l'opération Serval, opération Barracuda, c'est eux qui ont installé le maréchal Bokassa pour détrôner un autre. Donc la France s'ingère trop dans les affaires africaines. Je ne vois pas pourquoi aujourd'hui on me parle des Russes. Les Russes, ce ne sont pas c'est pas des usurpateurs. Est-ce que Goïta, là, il n'est pas un Malien? Le président qu'il a renversé, Bandao, pourquoi a-t-il besoin d'aller dire à la France, c'est la France qui l'a installé là-bas? Mais ça veut dire qu'il y a un jeu. Donc pourquoi donner le privilège à une nation, à la France, colonisatrice et néocolonisatrice, qui n'a pas pu remporter des guerres qu'il a allumées en Indochine, en Algérie. Et ça fait la 50e intervention. La France est intervenue depuis 2012 au Mali. Mais c'est le statu quo. Ça n'a pas... Je ne vois même pas pourquoi on me parle de somalisation. En Centrafrique, si les Russes n'étaient pas arrivés, mais on ne peut pas laisser les 3/4 du territoire commandé par des rebelles. Des rebelles. C'est grâce aux Russes que Théodora a commencé par souffler. Donc, mais la France dit qu'elle n'a pas d'amis, elle n'a que des intérêts. Donc, c'est pas pour rien, les gens ne les ont pas appelés. C'est François... Bozizé? Pas François Bozizé, le président français. François Hollande. Hollande, qui est allé au secours des gens. Donc, ce n'était pas Goïta qui était président à l'époque. Donc, la France n'agit jamais sans intérêt. Le Mali a beaucoup de ressources de sous-sol. La Centrafrique aussi. Mais est-ce que la France, en choisissant ses amis, demande l'avis des Africains? Aujourd'hui, elle fait profil bas pour s'aligner ou instruire les gens de la CEDEAO, de l'Union africaine, et elle-même se cache. Alors, donc, moi, je pense qu'il faudrait qu'on soit objectif, parce que les coups d'État, ce n'est pas souhaitable. Mais l'armée, c'est les remparts du peuple. L'armée dans tous les pays. Lorsque on confie des choses aux civils et qu'ils gèrent mal,
Ou bien ils pensent que, bon, nous avons la plénitude des droits sur la population et exploiter la population. C'est pas normal. Alors, si depuis 2012, on n'a pas évolué et que c'est les Russes ou les Chinois qui doivent arriver, mais on n'a pas de choix. Donc vous voyez d'un bon œil l'arrivée de la Russie sur le théâtre malien. Oui. La France ne peut pas avoir le monopole sur les questions de sécurité en Afrique, surtout qu'il a échoué. Il faut voir le Burkina Faso. Les gars de Jihad, là, les islamistes, là, mais ils sont partis d'un petit point. Et aujourd'hui, ils sont en train d'élargir le cercle. Prions Dieu pour que, comme l'incursion vers la Côte d'Ivoire, qui ne pense pas à notre pays, parce que nous avons des armées faibles. Si depuis 1960, et on est agressé, il faut toujours retourner vers la France, ça veut dire que la France ne veut pas l'évolution de nos pays. Voilà qui est clair. Patrick Armand-Poyon, est-ce que, selon vous, n'est-il pas aujourd'hui légitime que de puissantes nations qui ont quand même l'habitude, je dirais, de s'opposer à la France sur certains points, et aux États-Unis notamment, est-ce que ce n'est pas aujourd'hui légitime que ces pays-là aussi participent ou entrent dans des pays africains? Parce que, visiblement, en Centrafrique, Dieudonné Lokossou l'a rappelé, le schéma était on contrôle légèrement la situation, on ne laisse le président rien gérer du tout. Mais aujourd'hui, avec l'intervention russe, le territoire centrafricain est en pleine reconquête. La grande majorité est aujourd'hui aux mains donc, des forces coalisées avec les armées, avec l'armée centrafricaine au devant, avec le Rwanda sur le théâtre d'opération. On a l'impression que les choses évoluent peut-être mieux par rapport à la France qui, semble-t-il, je ne sais pas si c'est votre avis, a l'habitude de laisser évoluer un certain nombre de crises. Déjà, en Centrafrique, nous avons dit sur ce plateau que la France a fait une erreur d'abandonner la République centrafricaine. Tout à fait, en retirant ses soldats. Clair et net. Il a retiré ses soldats alors que la République centrafricaine en avait besoin. Donc, le fait que la Russie a pris le président centrafricain à la gorge maintenant est la faute des Français. Je suis totalement d'accord sur ça. Ils ont abandonné la République centrafricaine. La République était en train de s'étaler. Le président a fait ce qu'il faut pour sauver son régime, pour sauver quelque chose de son pays, parce qu'il n'a pas sauvé son pays. Aujourd'hui, quand vous voyez les positionnements des Russes dans le palais de la République centrafricaine, lorsque vous constatez que quand on critique la République centrafricaine, c'est l'ambassadeur de Russie en Centrafrique qui répond, je ne trouve pas ça bon ni pour Centrafrique, ni pour l'Afrique. Aussi, lorsque vous prenez le Mali, personne n'a dit et personne ne dira que seule la France a le droit d'intervenir au Mali. La France n'a pas manqué un seul jour d'appeler à une coalition mondiale contre le terrorisme dans le Sahel. Donc, ce n'est pas l'intervention de l'État russe qu'on est en train de craindre ici. Ce que nous sommes en train de craindre, c'est les mercenaires russes qui violent, qui pillent, qui mettent le pays à genoux au profit de Poutine. La République centrafricaine est aujourd'hui une province de la Russie. C'est plus une république. Donc, à partir de cet instant, si c'est ça les panafricanistes africains veulent, que la Chine achète tous les terrains en Afrique, que la Russie envoie ses mercenaires pour prendre le chef d'État à la gorge, si c'est ça le panafricanisme, j'aimerais bien réveiller encore Marcus Garvey. J'aimerais bien réveiller Kwame Nkrumah pour demander si c'est ça le panafricanisme. Si le panafricanisme consiste à choisir des ennemis et à demander aux autres voraces de venir prendre parce qu'on ne veut plus que l'ancien continue de piller, donc il faut de nouveau pour piller. Lorsque la Chine prend un marché dans nos pays, elle amène des ingénieurs chinois, elle amène des employés chinois, des ouvriers chinois. Elle ne recrute aucun de nos frères, aucun de nos jeunes. Et ça, c'est ce qu'on appelle panafricanisme. Non, les amis, il est important que nous comprenions ceci. Ce qui se passe au Mali, c'est un enjeu africain, même pas régional seulement. Si nous laissons des mercenaires russes s'installer là, un mercenaire ne répond à rien que l'argent, au pillage, pillage officiel, pillage systématique.
pillage sans possibilité de démontrer le contraire. De toutes les façons, je suis heureux de constater que même le président Goïta sait que désormais il faut faire attention. Même le président Goïta ne suivra pas les conseils du doyen Lokossou. Parce que s'il suit ces conseils-là, je crois qu'il aurait décidé de détruire le Mali et aucun ancêtre du Mali ne le laissera détruire le Mali. Le Mali a des forces, a des possibilités métaphysiques de se protéger contre tout vorace, quel qu'il soit. Vous avez vu, on dit les Français interviennent depuis 8 ans et rien n'a changé. Personne n'a appelé François Hollande, il est venu de lui-même. Donc, doyen Lokossou. Tiens, lorsque Kona, je ne sais pas si le doyen Lokossou connaît le Mali, lorsque Kona tombe, il n'y a aucune garnison entre Kona et Bamako. Aucune garnison. Kona est tombé, les terroristes allaient tout droit sur Bamako. Si on ne peut pas reconnaître ça à la France, ça veut dire que vraiment, c'est difficile d'être objectif dans ce cas-là. La France est venue sauver l'État malien. Même les Maliens le reconnaissent. Oui, après le Mali voulait plus gagner la bataille contre le terrorisme et la France n'a pas pu encore gagner cette bataille. On peut comprendre ça. Les États-Unis n'ont pas pu gagner la bataille en Afghanistan. Ils sont en train de replier. Donc, dissocions les choses. Lorsque nous voulons reprocher à la France des choses, allons-y directement. Lorsqu'il faut aussi bien, ayons le courage de le reconnaître, parce que si on ne fait pas ça, ce serait difficile de construire objectivement. Voilà qui est clair. Dieudonné Lokossou, nous allons évoluer dans les débats. Il y a eu la nomination de nouveau Premier ministre. Son profil, déjà, est-ce que selon vous, c'est fait pour rassurer les partenaires ou bien c'est un profil qu'il fallait piocher pour, je dirais, essayer de réconcilier un peu le Mali? F5, je crois, ou M5. Le M5. Avait été marginalisé après le premier coup d'État. Or, c'est eux, c'est ce parti-là, c'est les membres de ce parti qui ont pris la rue pour faire partie, pour permettre à Goïta là, et son groupe d'intervenir. Mais après, ils ont été marginalisés. Et je crois que à la formation du dernier gouvernement où lui dit qu'il n'a pas été consulté en tant que vice-président responsable de la sécurité, et bon, j'écoute un peu les gens. Les gens n'ont pas tellement apprécié que ce soit un politique qui soit nommé à ce poste. Mais moi, je pense quand même que nous sommes sur un terrain politique et Goïta, avec sa jeunesse, il a besoin quand même de quelqu'un fortement politique pour l'aider à conduire les affaires jusqu'aux prochaines élections législatives, présidentielles, ainsi de suite. Maintenant, je voudrais quand même dire que Bob Denard n'est pas russe. Ne soyons pas... Bob Denard qui est venu ici, c'est un mercenaire français. Donc, tous les Européens, moi, je ne suis pas un russophone. Et puis, je ne suis pas au pouvoir. Ce n'est pas les Chinois. Je n'ai pas de leçon à recevoir là. Je suis allé 2 fois en Chinois. Je connais bien la pratique des Chinois. Là, il faut, comme on veut aller directement, mais c'est les pouvoirs, ceux qui sont au pouvoir, qui ont tissé des relations de coopération avec la Chine, les Russes, ainsi de suite. Pourquoi le président Talon, quand il est arrivé, n'a pas dit non, les Chinois c'est des exploiteurs, il faut qu'ils s'en aillent? Mais moi, ce n'est pas moi qu'on va compter cette histoire-là. Je connais bien chacun, que ce soit la France, les Russes, mais chacun lutte pour ses intérêts. Pour ses intérêts. Ça, c'est clair. Donc, mais les mercenaires, c'est dans tous les camps. Et c'est pour cela que j'ai dit Bob Denard n'est pas russe. Et tout récemment, il y a 1000 généraux en France qui ont fait une pétition. Pourtant, c'est un pays où la démocratie est quand même avancée. Si les gens ont des reproches à faire, ce n'est pas par ce canal-là. Donc, les institutions en France sont très bien, enfin mieux gérées que par rapport à l'Afrique. Donc, et moi, j'ai vu hier sur les réseaux sociaux des Maliens qui sont en train d'arrêter, ils ont fait barrage, et on dit, l'armée, il faut partir, personne ne vous a appelé, allez chez vous, allez-vous-en. Je ne sais pas si sur cette base-là de menaces des populations qui ont pris la rue et ils étaient avec leurs
gros camions militaires là, et on dit non, retournez chez vous, retournez chez vous. Donc il y a un sentiment de frustration en Afrique. Nous ne pouvons pas dire, mais depuis 1961, que la France nous a donné notre indépendance et on n'est pas toujours indépendant. Le cordon ombilical est toujours rattaché à la France. Donc moi, ce n'est pas que on est xénophobe. Moi, je ne vais pas dans la xénophobie, mais soyons objectifs, faisons des analyses quand même qui puissent nous permettre de respirer un peu. La France ne doit pas, après 60 ans, nous tenir. Donc, quand on dit que l'armée est mal équipée, mal formée, ça c'est une réalité. Pourquoi a-t-on besoin des Russes, a-t-on besoin des Français ou même des Chinois avant de faire ces choses-là? Non, de chasser. Hein? Ceux qui luttent, qui prennent les armes contre leur pays, sont plus équipés, plus armés que l'armée classique. Je n'en veux pour preuve que le dernier massacre intervenu au Burkina avait 160 soldats et l'armée n'a pas bougé. On va dire que ces armées-là sont mieux structurées, mieux équipées. Donc moi, je pense que à un moment donné, si on a donné l'indépendance réellement, il faut qu'on le sente dans les actes. Pourquoi dire que vous avez reconnu qu'ils ont fait une erreur? Ce n'est pas le panafricaniste que je suis qui le dit, qu'ils ont mal fait de replier leur Centrafrique. Hein? Alors, est-ce que tout récemment, on n'a pas arrêté un mercenaire français qui avait des armes en Centrafrique? Mais si vous n'êtes pas informé, informez-vous. Donc, évitons, sortons un peu de l'esprit xénophobe et analysons objectivement les choses. La France n'a plus sa place en Afrique. Patrick Amon-Poyon, Choguel Kokala Maïga, son profil, on sait qu'il a pratiquement 30 ans d'exercice politique, plusieurs fois ministre même de l'ancien président Ibrahima Boubacar Keïta. Il est passé à l'opposition, un peu frustré, on va le dire. Aujourd'hui, il se retrouve Premier ministre du Mali. Est-ce que, selon vous, il a la tête pour le job? Oui, c'est un gars assez stratège, c'est un monsieur assez stratège. Vous savez, aujourd'hui, ceux qui disent qu'on n'a pas besoin d'un politicien comme Premier ministre, nous avons besoin de quelqu'un pour redresser la barre. C'est-à-dire qu'en termes de gouvernance, aujourd'hui au Mali, vous avez un jeune président de 37 ans qui est un bon militaire, mais qui, au plan stratégique, au plan diplomatique, au plan économique et autres, a tout à apprendre de la fonction de l'État. Et vous avez des ministres qui vont venir, dont certains seront à leur première expérience et tout. Moi, je pense que non, il va falloir que non seulement Choguel Maïga, mais en dehors de Choguel Maïga, qu'on puisse rassembler autour de Choguel Maïga de l'expérience. Lorsqu'on va faire les élections présidentielles et un président sera démocratiquement élu, il pourra faire venir la jeunesse et tout. Mais là, nous avons besoin d'expérience pour lire stratégiquement. Parce que des gens qui rassemblent quelques jeunes motivés, on ne sait comment, pour aller dire aux Français de ramasser leurs bagages de parti, ils n'ont pas compris vraiment de quoi il s'agit. Ils n'ont vraiment pas compris de quoi il s'agit. C'est aucun militaire de la sous-région aujourd'hui ne peut conseiller qu'on puisse demander aux Français de partir comme ça. Et sachez une chose, aujourd'hui Macron a intérêt à reprendre les soldats français juste avant les élections présidentielles. Donc, si ça ne dépend que d'intérêt seulement, mais il a intérêt à rappeler les soldats. Et donc, je sais que Choguel Maïga, en tout cas, si je le crois capable d'expliquer au président Goïta et à un certain nombre de personnes la nécessité actuelle de ne pas faire du populisme et de réfléchir avec la tête, de réfléchir intelligemment à cette situation. Parce que là, aujourd'hui, je ne sais pas combien de soldats les Russes vont envoyer là-bas. La Russie a une économie par terre, donc la Russie va envoyer combien de mercenaires? Il va envoyer les 1000 qu'il a envoyés en Centrafrique. La Centrafrique ne fait pas 50e, ça fait à peine 20e ou 50e partie du Mali. Kidal seul fait plus que Centrafrique. Donc, il ne faut pas comparer. La Russie va envoyer combien de soldats, financés avec quoi? Et tout ça, donc bref, je crois que nous devons véritablement dissocier notre haine de la France
avec les enjeux stratégiques et géopolitiques de la sous-région. Aujourd'hui, nous avons besoin, non pas encore de la France avec 5200 hommes au Mali, mais on a besoin de quelque chose de la France. Maintenant, par rapport aux équipements, où le doyen a voulu faire allusion au Burkina, les terroristes qui ont tué 130 et quelques personnes au Burkina sont venus à moto. Hein. C'est moto qui manque à l'armée burkinabé. Oui. Pour qu'on dise que les terroristes sont plus équipés que l'armée burkinabé. Ils sont venus à moto. Le gouvernement vient de prendre la décision que dans le Sahel burkinabé, interdiction de rouler à moto pour qu'on ne puisse pas confondre la population avec les terroristes. C'est moto-là qui est plus équipé. Patrick Amopoyon, visiblement, en armes et en armes lourdes, on a parfois l'impression que les terroristes aujourd'hui sont mieux armés que nos armées régulières. Le problème... Vous avez parfois l'impression, je vais vous expliquer, vous allez comprendre. La guerre en Centrafrique n'a rien à voir avec la guerre au Mali. Lorsque la guerre au Mali était confondue à la guerre en Centrafrique, c'est-à-dire des soldats physiquement debout qu'il faut combattre, la France n'a pas fait 2 semaines pour terminer avec ça. La France n'a pas fait 2 semaines pour frapper les rebelles. Ils fuyaient même avant l'arrivée de l'armée française. Il n'y avait même pas combat. Mais ici, nous avons affaire à une armée qui n'est pas plus équipée, non, mais qui apparaît brusquement, qui apparaît en moto, qui apparaît brusquement et qui tire et disparaît. C'est une forme de guerre qu'aucune armée du monde n'a appris à faire. Aucune armée du monde n'a appris cette guerre-là. C'est une nouvelle forme de guerre et les Russes ne peuvent pas. Ils ne maîtrisent pas ça. Ils ne maîtrisent pas ça. Même les Français sont en train de se réadapter. Donc ne confondez pas les choses. Quand Tombouctou était occupé, comme Centrafrique a été occupé, quand Gao était occupé, c'est en quelques jours que l'armée française a liquidé ça. Donc ne parlons pas de la même guerre. Ici, il s'agit de personnes qui apparaissent avec des armes parfois artisanales, mais en moto, brusquement, et tirent sur la population. Ce n'est pas une affaire d'équipement. On a dit ça, le Mali a été des avions. Le gars vient en moto, brusquement, tire et disparaît. Avion veut faire quoi? On est allé acheter des avions, on est allé acheter de ceci. Non, c'est une autre forme de guerre. C'est une autre forme de guerre. Ce n'est pas une affaire d'équipement. Non, c'est une affaire de réadaptation. Aucune armée au monde n'a été formée pour ce type de guerre. Voilà de quoi il s'agit. Si on n'a pas compris ça, on va amener les Chinois qui n'ont aucun problème du genre. Aucun problème du genre. On va amener les Russes. Les Chinois n'envoient même pas de soldats pour aider quelqu'un. Maintenant, vous prenez les Russes, ils ne connaissent pas cette forme de guerre. Et ils n'ont même pas de budget d'entraînement. Allez demander. La Russie n'a même pas de budget pour que ses pilotes s'entraînent à tirer, à bombarder avec précision. C'est-à-dire qu'ils ne savent même pas tirer avec précision. Si c'est ça qu'on veut prendre, et c'est ça que le panafricanisme entraîne, moi je ne crois pas à ce type de panafricanisme-là. Nous sommes dans une situation où l'armée malienne doit monter en puissance. L'armée malienne doit monter en puissance et est en train de le faire, est en train d'avancer, est en train de progresser. Il faut qu'on cesse de couper chaque fois le commandement militaire, de remplacer le ministre de la Défense, de remplacer le chef d'état-major, de remplacer. Et regardez sur Ibeka, nous avons eu près de 5 chefs d'état-major sur Ibeka, près de 5 ministres de la Défense. C'est les problèmes là qu'on a. La France n'a rien à voir avec nos problèmes. Réglons nos problèmes et la France ne viendra pas. La France n'est pas venue au secours du Bénin. La France n'est pas venue au secours du Bénin. La Chine n'est pas en train de piller le Bénin en ce moment. Donc, que les autres pays au moins aient une leçon de l'expérience du Bénin qui a de bons rapports avec tout le monde, mais qui ne permet ni à la France, ni à la Chine, ni à la Russie de piller le Bénin. Alors, Général Logossou, par rapport au Mali, il y a la CEDEAO, la France, l'ONU, qui sont inquiètes de la stabilité du pays. Ces pays-là avaient émis quand même des réserves et n'étaient pas du tout d'accord après le second putsch conduit par l'actuel président Assimi Goïta. Est-ce que selon vous, Goïta, à travers son discours d'investiture, a donné assez de gages à ces partenaires-là pour que, pourquoi pas, les sanctions qui ont été donc prises par ces partenaires-là soient levées? Moi, je ne sais pas pourquoi les gens, les yeux rivés sur le Mali,
C'est après le coup d'État qu'on a commencé par s'intéresser au Mali. J'ai entendu le président français qui a dit que c'est un coup d'État dans un coup d'État. Alors, mais ça, c'est eux qui vivent les réalités quotidiennes, la souffrance, la misère. Mais la politique, ce n'est pas... On ne doit pas faire la politique pour asservir la population, le peuple. Alors, donc, moi, je pense que les citoyens maliens qui vivent les réalités du temps, c'est eux qui doivent se prononcer. Quand Goïta a pris le pouvoir, même si c'est une fois, je n'ai pas vu la population descendre dans les rues. Par contre, c'est une réalité. Les Maliens ont tiré les leçons. Mais ce n'est pas à la fin de venir mourir pour, comment dirais-je là, pour l'Afrique. Peut-être qu'elle est en train de payer les dettes d'hier. Mais je rappelle quand même que nous avons une armée classique. Hein? Donc, ce n'est pas la première. Quand je reviens sur l'exemple de Burkina que mon contradicteur a voulu expédier, non. Menons le débat jusqu'au bout. Les gens sont venus en moto, ce n'est pas pour la première fois qu'ils viennent. Et ils passent par un chemin. On est censé savoir que on a déjà attaqué telle chose-là et prendre des dispositions pour empêcher l'accès facile à la population. Mais cette guerre-là, qui dure depuis le départ de Blaise Compaoré, a déjà fait plus de 1000 morts. C'est un chiffre que j'invente comme ça. Donc, ils disent que c'est une guerre asymétrique. Mais ce n'est pas la première fois que l'humanité est confrontée à ce genre de guerre. Il ne faut pas minimiser la Russie. Hein. La Russie est intervenue en Pologne, a fait des guerres, et c'est grâce à la Russie qu'on a gagné le machin de Hitler là. Donc, dire qu'ils n'ont pas pour s'entraîner, mais pourquoi l'Occident ne les attaque pas? La Russie constitue quand même un peuple courageux, même si je ne suis pas pour la dictature communiste qu'ils ont essayé de façonner, mais on ne peut pas dire que les Russes, ils ne s'entraînent pas. Mais ils ne s'entraînent pas. Allez demander à vos pères là d'ouvrir le feu pour voir s'ils ne vont pas riposter. Donc, moi, je ne suis pas là pour défendre les Russes ou pour défendre la France, mais je suis dans une objectivité républicaine. Donc, c'est pas moi qui ai emmené les Russes ici, c'est pas moi qui ai emmené les Chinois. Bon, ceux qui coopèrent avec eux, c'est un choix qu'ils ont fait. Un choix, je suppose, objectif. Patrick Amanpoyon, par rapport à la désignation du nouveau Premier ministre, Choguel Maïga, beaucoup disent, nous prenons acte. Qu'est-ce que cela veut dire? Est-ce qu'aujourd'hui, Choguel Maïga peut compter sur le soutien de la classe politique malienne dans son ensemble, ou bien il y a encore de prochaines oppositions qui pourraient naître? Que ce soit le président Goïta, que ce soit le Premier ministre Maïga, les deux ont le soutien tacite des hommes politiques et de la nation malienne. Et ce n'est pas tout. Ils ont le soutien de la CEDEAO, ils ont le soutien de l'Union africaine. Mais s'ils n'ont pas le soutien, que fait le médiateur là-bas? Parce qu'on a une mauvaise lecture même des décisions de la CEDEAO et de l'Union africaine. Mais on dit, on ne prend aucune sanction pratiquement. On dit simplement, bon, le doyen Lokosso a dit tout à l'heure qu'il ne comprend pas qu'on puisse investir quelqu'un qui a fait un coup d'État. Et la CEDEAO dit, quelqu'un qui a fait un coup d'État ne peut pas s'asseoir à notre table. Mais je ne vois pas ce qui gêne le président, le doyen Lokosso, s'il lui-même reconnaît qu'on ne doit pas investir un pugiste, et les autres disent, il ne peut pas s'asseoir à notre table. C'est tout, hein? C'est la seule décision prise par la CEDEAO et l'Union africaine. Il ne peut pas s'asseoir à notre table. Pourquoi? Alors qu'ils organisent des élections et le président élu viendra s'asseoir à notre table. C'est tout. Donc ça veut dire qu'ils accompagnent le Mali. Ils soutiennent le Mali. Maintenant, quand on veut les opposer au peuple malien, non. La CEDEAO est aujourd'hui plus légitime que Goïta. Goïta n'a pas été... C'est pour pas prendre quelques personnes qui marchent dans la rue pour dire le peuple. Non.
on ne mesure le peuple que dans les urnes. Et Goïta n'a pas été candidat à une élection et il a gagné. Donc, il ne faut pas... Les chefs d'État de la CEDEAO ont une légitimité pour parler, même au nom du peuple malien. Mais Goïta n'a pas encore cette légitimité. Donc, il faut confronter les deux. Il a la légitimité militaire sur le terrain. Les autres ont la légitimité de leur élection. Ensemble, en confrontant les deux, on peut s'en sortir. Donc, il ne faut pas opposer la CEDEAO et l'Union africaine à la population malienne. Non. Parce que la décision de la CEDEAO et l'Union africaine protègent la population malienne. Et donc, quand tout le monde dit on a pris acte du coup d'État, c'est la même chose. Ils ont pris acte du deuxième coup d'État et de la même manière, ils ont pris acte de la nomination de Maïga. Maintenant, ils attendent de voir. C'est dans la démarche du Premier ministre Maïga, sa façon de rassembler. Parce qu'il faut qu'on dise, au-delà de ce débat France qu'on est en train de faire longtemps là, retenons ceci. Il y a eu beaucoup d'erreurs au Mali depuis environ 9 mois. Erreur du président Bandao, erreur de la France, erreur de Goïta, erreur de Tchétchi et tout ça. On est d'accord avec ça. Mais le plus important, ce n'est pas le passé. C'est qu'il faut fermer immédiatement cette paille russe-là. Il faut la fermer. Et progressivement, il faut fermer la paille française. Les Maliens doivent enfin se décider à s'organiser pour prendre leur pays en main et gérer. Depuis 8 ans, nous sommes dans une déchéance progressive. Je dirais même depuis 15 ans au moins, nous sommes dans une déchéance progressive. Il faut que le Mali redevienne le grand Mali. Et ça, Choguel Maïga a l'opportunité de rassembler, de ne pas dire nous avons gagné et les autres sont non. Il faut rassembler tout le monde. Il faut que tout le monde, en tout cas tous ceux qui vont accepter, soient ensemble pour reconstruire le Mali, organiser les élections et sortir par le haut. Importance d'aller au consensus dans la nomination de ce gouvernement-là. Il ne faudrait pas que la session ou la nomination de M. Maïga soit un tremplin pour être rivé sur le futur. Parce que ça aussi, c'est un problème. Goïta, il doit se mettre après 9 mois. Il a des ambitions, visiblement. Voilà, il a des ambitions. N'a-t-il pas le droit d'avoir des ambitions présidentielles? Oui, mais si on doit être président de la République, il faut qu'il se débarrasse de son treillis. Donc ça... Et qu'il aille à des élections. Oui, régulières. Mais il ne faudrait pas qu'on profite de la situation et au finish, on dise, bon, je suis candidat. Parce que celui qui est là aurait l'avantage, un certain nombre d'avantages sur ceux qui ne sont pas impliqués. Donc c'est ça le problème. Autrement dit, le choix de Maïga, je ne sais pas si c'est fait exprès. Est-ce que après l'élection, les élections qui vont suivre, et l'autre sera là en sentinelle pour le mois venu sauter dessus? Donc moi, je ne fais pas du tout confiance aux politiciens. Parce que la transition, c'est pour 18 mois. On a déjà entamé à peu près 9 mois, où on est dans le 10e mois. Mais est-ce que les 8 mois qui restent là peuvent permettre à des gens qui ont des ambitions politiques, est-ce qu'ils ne vont pas traîner les pas, ainsi de suite? Alors, si l'autre, la CEDEAO a donné son quitus, validé le coup d'État, si je comprends bien les choses, mais pourquoi alors dire à l'autre de ne pas venir s'asseoir? Mais il est président, il est président. Alors, mais tous ceux qui sont là ne sont pas venus par des voies catholiques. Il y en a qui étaient militaires, et puis bon, on a fait un coup d'État, après on a fait des élections, et on s'est porté candidat, et on a dit qu'on est élu. On sait comment les choses se passent dans chacun de ces pays, n'ont pas plus de légitimité que les gens qui sont dans les rues, qui revendiquent à juste titre, à bon droit, que l'armée française s'en aille. Donc, demain, si les Russes font la même chose, mais c'est des gens... Le pays, là, est un pays, sur le plan politique, assez mûr, avec le passé des Modibo Keïta, et même Amani Touré. Donc, moi, je pense que si vous avez les guerres asymétriques, là, où on vient, on tue les gens, on dit, c'est moto, ouais, mais au Vietnam, la France a été confrontée à ça.
en Indochine, Cambodge, tout ça, ils ont fait la guerre là-bas. Et les Vietnamiens et les Américains ont fait ça pendant longtemps. Donc on ne peut pas dire, si cette guerre-là, asymétrique-là, a été allumée en France depuis 2012, la preuve, celui qui a giflé hier Macron, rapidement on l'a pris en charge. Hein? Donc moi je crois que on ne peut pas tolérer un certain nombre de comportements sur le terrain politique. Patrick Armand-Poyon, Assimi Goïta promet des élections présidentielles et législatives pour le 27 février 2022 et de boucler ainsi la transition en 18 mois. J'ai envie de vous demander, mais est-ce que c'est logique? Est-ce que c'est sérieux de promettre ça? Est-ce que c'est possible? Mais on peut organiser les élections dans 2 mois, dans 3 mois. Ça dépend de ce qu'on appelle élection. Dans tous les cas, une élection mal négociée vaut mieux qu'un putschiste au pouvoir. Donc, c'est-à-dire, je ne sais pas pourquoi on s'alarme, on a 8 mois. Hein? On a 8 mois. Donc, moi, je pense que si les gens s'entendent sur le minimum et vont aux élections, il y aura élection en février. C'est-à-dire, allons aux élections. Hein, allons aux élections. Il faut un président. Il vaut mieux un président mal élu qu'un président putschiste. Ah bon? Patrick Armand-Poyon, la volonté de Assimi Goïta n'est-elle pas aujourd'hui claire et affichée de rester au pouvoir? Bon, sa volonté était ainsi pendant qu'il était vice-président. Mais vous savez, tous les jours en politique, à son lot de situations. Et donc, on ne peut jamais aujourd'hui décider ce que Goïta va faire en février 2022. Même s'il décide maintenant de laisser le pouvoir, s'il en trouve l'opportunité en février 2022, il va dire qu'il est candidat. Donc, on ne sait pas, on ne peut pas savoir. Hein? Il suffit que Assimi Goïta aille faire allégeance à un certain nombre de chefs d'État de la sous-région, vous commencez par le défendre et tout ça. Vous savez, au Bénin, à la conférence nationale, je crois savoir qu'il était dit que les hommes de la transition ne seront pas candidats. Bon, ça n'a pas été écrit, mais ça a été dit. Mais après, on est revenu là-dessus pour permettre à Nicéphore Soglo d'être candidat. Donc, vous voyez, moi, le plus important pour moi, là, ce n'est pas est-ce que Goïta sera le prochain président, est-ce que Maïga sera le prochain président. Ce n'est pas ça le plus important pour moi. Le plus important pour moi, c'est que le chef de l'État, qui sera président dans 8 mois, ou même de maintenant à 8 mois, ait pour objectif le Mali d'abord. Le Mali d'abord. Parce que tant que, quelle que soit la personne, ce n'est pas le problème de personne, on n'a pas un problème de personne au Mali, hein. On a un problème de priorité Mali. Que si nous avons, quelle que soit la personne, si la sagesse l'attrape en cours de route, et il dit Mali d'abord, même Goïta que j'ai critiqué tout le temps sur ce plateau, si je sens dans les jours à venir que le Mali est devenu sa priorité, il n'y a pas de problème. Donc ce n'est pas qui sera président qui est le plus important, c'est est-ce que le Mali sera privilégié. C'est ça le plus important aujourd'hui. Alors, Dieudonné Lokossou, par rapport au Mali toujours, est-ce que vous avez, je dirais, l'impression que les politiques peuvent encore sauver le pays? Est-ce que selon vous, pour les 8 prochains mois, si effectivement on répond à l'appel de Patrick Armand-Poyon, le Mali d'abord, est-ce qu'on peut encore sauver la situation, travailler à assainir, je dirais, les rouages des institutions et à organiser des élections propres, quitte à transmettre le pays à quelqu'un d'autre? Oui, c'est possible s'ils sont mus par l'intérêt supérieur, du pays. Mais les politiciens, on ne peut pas les comprendre. On ne peut pas dire oui à 100%. Moi, je ne peux pas répondre en lieu et place de ces gens-là. Ça dépend de leur degré de patriotisme. Parce que depuis 1960, que le Mali est en train de trébucher, depuis le renversement de Modibo Keïta, et qu'on a maltraité, on l'a conduit dans le désert, il est resté là-bas pendant longtemps, le Mali ne s'est jamais redressé. Un peu comme notre pays, à qui on attribuait le patronyme d'enfant malade de l'Afrique, le Mali fait partie. Et ça continue. Donc, Goïta ne peut pas être tout de suite, pour moi, le sauveur. Il n'a jamais fait ses preuves. Bon. Hein? Il ne peut pas aussi
par le moyen des armes, franchir cette porte-là, cette frontière, et dire je viens être président. Puisque lui, le président, ce qu'il vient de renverser, il a dit qu'il a trahi la charte. Lui aussi, il a pris des engagements. Il a dit dans son discours, il veut rassurer les uns et les autres. Donc, les gens ne peuvent pas cautionner du faux. Alors donc, il y a beaucoup de risques. Prions pour c'est un pays africain pour que les choses se passent élégamment. Au mieux. Pour qu'on ait au bout du rouleau un président correctement élu. Parce que on ne peut pas dire un président mal élu est mieux qu'un putschiste. Un président mal élu est un putschiste caché. Voilà. Les deux s'équivalent. Patrick Abampoyon, votre mot de fin? Mot de fin, je voudrais simplement dire que le plus important, c'est que quelle que soit la personne, qu'on mette le Mali au-dessus de tout. Parce que dès que le Mali sera au-dessus de tout, on n'aura besoin ni de Français, ni de Russes, ni de Chinois. Le plus important, c'est le Mali d'abord. Voilà, vous êtes Patrick Armand Poyon, coach en politique, développement et gestion de crise. Face à vous aujourd'hui, Dedan Lokossou, panafricaniste, ancien secrétaire général de la CSA, Bénin, grand militant des droits de l'homme. Messieurs, merci d'avoir été là. Le débat était plutôt contradictoire, même s'il était élégant, l'élégance que vous souhaitez à la classe politique malienne pour sortir le Mali par le haut, le Mali d'abord. On retient donc cela pour cette émission qui donc débattait de l'actualité brûlante au Mali. Merci de nous avoir suivis. À bientôt pour un autre numéro de votre émission Angle de vue. D'ici là, portez-vous bien.
bien sûr.